Bien le bonjour, on est au jour 4 du développement. Jour 4 de mon développement sur moi-même. Et bien le bonjour, on est jour 4 sur mon développement personnel et on est actuellement sur un format long car je vais faire la culture. La culture sur mes objectifs, c'est quelque chose qui importe car je veux m'améliorer intellectuellement, avoir plus de connaissances, être plus à l'aise quand je parle avec des gens. Et donc c'est un savoir. Et donc pour apprendre ça, je me munis de mon téléphone ainsi qu'une application qui s'appelle Jenka. Jenka, c'est une application iOS, donc que sur iPhone, qui permet d'avoir plusieurs fiches sur certains thèmes. Il y a en tout 27 thèmes, il me semble, et on peut choisir du coup le sous-thème. Par exemple là, aujourd'hui, ça nous propose, je sais pas si on le voit bien, donc dans le thème art, on a la photographie impressionnisme, donc au 19e siècle, capturer des moments fugaces. Donc c'est le premier thème que nous allons aborder aujourd'hui. Mais on peut aussi attention, on peut les défiler. Et donc là on a expression du langage, jouer la montre. Donc il y a plusieurs thèmes comme ça, plusieurs sous-thèmes. Et on peut en avoir 3 gratuitement par jour. Donc les 3, je vais vous les lire. Et comme ça permet de moi de m'améliorer ma connaissance, mon éloquence, ainsi qu'apporter à vous de nouvelles connaissances et peut-être le but c'est de faire ces vidéos avec le minimum de coupures possible. Oui, également, je vais bégayer un peu peut-être sur les lectures. C'est pas grave, je vais pas les couper, justement, c'est pour m'améliorer moi et mon éloquence. Me rendre compte de à quel moment je bégaye. Est-ce qu'après une grosse lecture, je fatigue, etc. Mon but aussi, c'est d'articuler, de pas parler trop vite. Donc je sais que la qualité n'est pas optimale, c'est la webcam de mon PC. Mais je ne peux pas faire autrement de toute façon. On est parti sans plus tarder pour le premier. Comme j'ai dit, c'est l'art, donc photographie impressionniste, 19e siècle, capturer des moments fugaces. Au milieu du 19e siècle, l'art traverse une crise d'identité majeure provoquée par l'émergence de la photographie. Alors que les peintres académiques s'épuisent à reproduire la réalité avec une précision chirurgicale, un groupe de rebelles décide de changer radicalement de focale. Ils ne veulent plus peindre des objets, mais la lumière qui leur rebondit dessus. L'objectif n'est plus de documenter le monde de manière statique, mais de saisir une impression visuelle subjective. Ce sentiment immédiat et brut que l'on ressent face à une scène qui ne durera qu'une fraction de seconde. Cette quête de l'éphémère transforme les toiles en laboratoire de l'instant. Pour réussir ce tour de force, ces artistes quittent le confort de leurs ateliers pour peindre en plein air. Une pratique révolutionnaire facilitée par l'invention des tubes de peinture souples. Ils observent comment la lumière du soleil transforme une cathédrale ou une botte de foin en quelques minutes. Au lieu de lisser les surfaces, ils utilisent des petites touches rapides et juxtaposées qui forcent l'œil du spectateur à lui faire lui-même les mélanges de couleurs. C'est une peinture de la vie moderne, celle des gares enfumées, des bals populaires, des loisirs urbains, où le mouvement prime sur la forme. Le saviez-vous ? Le terme impressionnisme était à l'origine était une insulte lancée par un critique d'art face au tableau Impression, Soleil levant de Claude Monet. Mais comment la photographie a-t-elle influencé ce regard sur le mouvement ? La relation entre la photographie et l'impressionnisme est loin d'être une simple rivalité. C'est une symbiose technique qui a redéfini la composition artistique. Les premiers photographes du 19e siècle, comme Jules Andrieux, commencent à capturer des scènes de désolation ou de la vie quotidienne avec un réalisme brut qui frappe les esprits. Cette nouvelle capacité à figer un fragment de réalité pousse les peintres à explorer ce que l'appareil photo ne peut encore faire. Traduire la vibration colorée de l'air et la chaleur de la lumière. Pourtant, ils empruntent à la photographie ces cadrages audacieux, notamment les vues en plongée ou les personnages coupés par le bord du cadre, simulant l'instantanéité d'un cliché pris sur le vif. Cette obsession par la fugacité se traduit par une étude quasi scientifique de cycles naturels. Monet, par exemple, installe plusieurs chevalets devant un même sujet pour changer de toile dès que le soleil se déplace de quelques degrés. Cette méthode permet de documenter la réalité changeante plutôt qu'une vérité immuable.
Les impressionnismes s'éloignent de la narration historique pour se concentrer sur la sensation pure, transformant le spectateur en témoin d'un moment qui a déjà disparu au moment où il le regarde. La photographie agit ici comme un catalyseur, libérant la peinture de la fonction documentaire pour l'orienter vers l'expression de la perception humaine. L'influence est si profonde que les impressionnismes organisent leurs premières expositions majeures en 1874 dans l'ancien atelier du célèbre photographe Nadar, marquant symboliquement l'union de ces deux arts de la lumière. Ce lieu n'était pas un choix de fortune, mais une déclaration d'indépendance vis-à-vis du salon officiel, l'institution qui dictait alors les codes de la beauté. En s'installant chez le photographe, ils affirment que la modernité réside dans l'œil qui observe et non dans le sujet représenté. Edgar Degas, l'un des membres les plus influents du groupe, possédait son propre appareil photo et utilisait ses clichés pour étudier les postures complexes des danseuses de l'Opéra de Paris avant de les transporter sur ses toiles. Et donc voilà pour le premier thème. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, ou si jamais vous revenez, ou si vous regardez mes shorts, là où je documente mon changement en général, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire si ça vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres, et sur quoi je peux m'améliorer. Le deuxième thème, on va passer sur du cinéma. Le rôle du cinéma pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les salles obscures cessent d'être de simples lieux de divertissement pour devenir des extensions de front. En Allemagne, le régime nazi transforme l'industrie cinématographique en une machine de guerre psychologique où les stars soutiennent activement l'effort national en se produisant devant les troupes. Le cinéma français, bien que mondialement reconnu avant le conflit, se trouve dans une situation catastrophique dès l'entrée en guerre. Peinant à maintenir sa production sous la pression de l'occupation, chaque pellicule devient un outil pour façonner l'opinion, que ce soit pour glorifier le régime en place ou pour maintenir un semblant de normalité dans un pays fracturé. Cette période ne se limite pas à la production de films de propagande directe. Elle marque le début d'une ère où le récit national se construit en temps réel sur la celluloïde, influençant la perception des événements bien après le silence des armes. Entre 1944 et 1987, on dénombre près de 200 films traitant spécifiquement de cette période en France, illustrant une volonté persistante de revisiter et parfois de réécrire l'histoire. Cette obsession cinématographique pour le conflit relève comment les images ont servi à penser les plaies ou à masquer les zones d'ombre de la collaboration. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, considérait d'ailleurs le cinéma comme le moyen le plus moderne de manipuler les masses. Mais comment les cinéastes ont-ils survécu à la chute des régimes ? La fin des hostilités n'entraîne pas une rupture nette dans la carrière de ceux qui ont servi le régime totalitaire. Après la chute du fascisme en Italie, aucune véritable épuration ne frappe le monde du cinéma. Les réalisateurs et techniciens s'adaptent instantanément au nouveau paysage politique, changeant de discours pour défendre les valeurs démocratiques ou se concentrent sur le néoréalisme. Cette transition fluide montre que l'expertise technique et la capacité à captiver une audience étaient souvent jugées plus précieuses que la pureté idéologique passée. Le cinéma devient alors un outil de reconstitution identitaire pour les pays vaincus, cherchant à se forger une nouvelle image sur les cendres de la défaite. Au fil des décennies, le regard porté sur le conflit évolue drastiquement, passant de l'héroïsme pur à une analyse beaucoup plus sombre et nuancée. Des œuvres majeures comme L'Armée des Ombres explorent la complexité morale de la résistance, tandis que des films comme Shoah s'attaquent frontalement à la réalité de la déportation. Le cinéma français passe ainsi d'un récit souvent idéalisé de la libération à une confrontation douloureuse avec les mécanismes de la collaboration et de la persécution. Cette mutation transforme le film de guerre en un document de mémoire collective, capable d'interroger les zones grises de l'âme humaine face à l'oppression. Le cinéma post-guerre ne se contente pas de documenter les faits. Il participe activement à ce que les historiens appellent le syndrome de Vichy, oscillant entre amnésie volontaire et obsession du souvenir. Les écrans deviennent le lieu où se négocient les responsabilités individuelles et collectives. En examinant les productions de l'époque et celles qui ont suivi, on réalise que la guerre ne s'est jamais vraiment terminée sur l'écran.
Elle s'est simplement transformée en un débat permanent sur la vérité historique. Le film Paris brûle-t-il illustre parfaitement cette volonté de spectaculaire qui, tout en restant fidèle à certains faits, cherche avant tout à ancrer une version héroïque de la libération dans l'imaginaire populaire. L'Allemagne nazie avait poussé le contrôle si loin qu'elle obligeait même les exploitants des salles à inclure des documentaires de propagande avant chaque long métrage de fiction. Et c'est comme ça qu'on termine sur l'objectif de l'art, et on passe désormais au troisième thème qui va être l'histoire, la construction des pyramides d'Égypte vers 2580-2560 avant Jésus-Christ. La grande pyramide de Khéops ne s'est pas élevée par magie ou par un fouet, mais grâce à la logistique qui ferait pâlir nos chefs de projet modernes. Entre 2580 et 2560 avant Jésus-Christ, environ 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit ont été extraits, taillés et assemblés avec une précision millimétrée. On a longuement cru que des esclaves agonisaient sous le soleil pour ériger ces 146 mètres de pierre, mais les preuves archéologiques racontent toute une autre histoire. Ce sont des ouvriers qualifiés, organisés en équipe, compétitive et nourris à la viande de bœuf qui ont bâti le complexe de Gizeh sur une période d'environ 20 ans. Chaque bloc pèse environ 2,5 tonnes et certains dépassent les 80 tonnes au cœur de la structure. Pour déplacer de telles masses sans fer ni poulie, les Égyptiens ont dû transformer le paysage lui-même et ils ont utilisé des rampes complexes de sable mouillé pour réduire la friction et une connaissance parfaite des cycles du Nil pour acheminer les pierres par bateau depuis ces carrières lointaines. La structure finale est si parfaitement orientée sur les points cardinaux que l'erreur de mesure est quasi invisible à l'œil nu. Pourtant, une question fondamentale demeure. Comment ont-ils hissé ces blocs au sommet sans bois pour construire des échafaudages? Et si l'eau était la clé secrète de ce levage impossible? L'absence de bois massif en Égypte interdisait l'usage de grues ou de structures de soutien imposantes, forçant les architectes à inventer des systèmes de levage alternatifs. Une théorie récente suggère l'utilisation d'un ascenseur hydraulique sophistiqué. Dans ce scénario, les bâtisseurs auraient utilisé des puits verticaux et des systèmes de flotteurs pour faire monter les pierres, utilisant la pression de l'eau comme un vérin naturel. Cette hypothèse s'appuie sur des structures découvertes près des pyramides de Djoser, montrant que la maîtrise des fluides était déjà une réalité technique bien avant Khéops. Au-delà du levage, la gestion humaine de ce chantier représentait un défi sans précédent. Les ouvriers n'étaient pas des captifs, mais des citoyens payés, logés dans des cités dortoirs et bénéficiant de soins médicaux avancés. Cette organisation sociale massive servait de moteur économique à tout le pays. Centralisant les ressources et les compétences techniques pendant la période de crue du Nil, lorsque l'agriculture était à l'arrêt. Le chantier fonctionnait comme un immense laboratoire à ciel ouvert, où l'on testait la résistance des matériaux et les angles de frottement. Le calcaire de Doura, qui recouvrait autrefois la pyramide, était si poli qu'il réfléchissait la lumière du soleil comme un miroir géant, rendant le monument visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ce revêtement extérieur était presque totalement disparu au Moyen-Âge, recyclé pour construire les mosquées et les palais du Caire. La base de la grande pyramide est si parfaitement plane que l'écart du niveau entre ses quatre coins est inférieur à 2 cm. Et voilà, nous avons fini aussi donc l'objectif de l'histoire. Nous avons fait les 3 thèmes pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous regarderez les autres prochainement. Je sais pas si j'en ferai tous les jours, mais j'essaierai d'en faire assez régulièrement en long format comme ceci. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à mettre un like, à me soutenir, à partager aussi. Et puis, si jamais vous voulez me soutenir encore plus, n'hésitez pas à regarder mes shorts dans lesquels je me documente chaque jour. Et je documente toute ma vie pour changer au mieux. Sur ce, à plus.